Bonjour, Guillaume Joly, j'ai été joueur professionnel pendant 18 ans. Je suis devenu CTF de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de handball, avec pour principale mission d'entraîner et de gérer le site de Lyon. Puisqu'ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 3 sites qui sont à Lyon, Cournon et Chambéry. Donc voilà, j'ai la responsabilité de ce site-là. Et je suis aussi en responsabilité sur toute la partie détection, la partie intercomité, et puis la gestion de la sélection de ligue. Voilà un petit peu pour les missions que j'ai sur la Ligue Aura. Et puis depuis septembre, j'ai une nouvelle mission qui est d'être l'entraîneur de l'équipe de France -17 au niveau de la fédération. Et la charge de piloter le groupe de détection fédéral qui s'occupe des premiers stages nationaux. Alors, le parcours, on rentre généralement les joueurs en troisième, avec sur une année où il y a les interligues qui se déroulent en fin d'année, donc c'est une première étape de détection au niveau national. Ensuite, on a 2 stages nationaux qui sont généralement au mois de novembre et au mois de janvier. Et puis après, si ça se passe bien pour la détection, on les retrouve après sur les stages nationaux au niveau de l'équipe de France -17 ou de la sélection nationale -17. Et puis après, ils rentrent dans les pôles entre la troisième et la terminale. Ça, c'est tout le parcours de performance fédérale. Et puis, quand ils sont en première et en terminale, il y a une liste d'excellence où il y a 50 noms en France qui sont retenus, qui doivent se diriger vers les sites d'excellence. Donc chez nous, ici, c'est à Chambéry, avec la volonté de la fédération de regrouper les pôles espoirs de chaque région qui sont classés comme excellence et les clubs professionnels de LNH, afin que les dernières années de pôle, les joueurs puissent se familiariser avec les centres de formation et commencer un petit peu ce qui sera leur futur job après. Si ce n'est qu'ils s'entraînent avec le centre de formation, sinon il n'y en a aucune. On essaye, en tout cas nous ici, parce que je ne sais pas les collègues et chaque territoire a ses spécificités. Nous, on essaye en tout cas de faire en sorte que tout le monde soit traité de la même manière, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, ça peut être un petit peu fragile mentalement et que ça peut vite monter à la tête quand on parle de choses qui peuvent être différenciées. En tout cas, nous, on essaye de traiter tout le monde pareil, mais effectivement, plus on est grand et plus on tend à aller vers le haut niveau et on doit apprendre à gérer ces choses-là. Alors, sur son année de quatrième ou sur son année de troisième, selon comme il veut, il présente un dossier. Nous, on fait un dossier de préinscription sur le site de la Ligue. Généralement, chaque année, on a aux alentours de 250 dossiers qui arrivent. Et puis seulement, je dirais, un petit 10% est pris, intégré sur nos 3 sites. Donc voilà, présenter une préinscription sur Internet, renvoyer son dossier, participer aux différentes sélections départementales pour pouvoir être détecté via les comités. Et puis après forcément, ils sont détectés ou par les CTF de comité ou par nous quand on se déplace sur les terrains. Et puis voilà, après ils rentrent dans le parcours avec les stages régionaux, les stages de ligue, l'entrée au pôle, et puis voilà. Alors, et il y a plein de critères effectivement que l'on a dans notre grille de lecture. On essaye de lire au mieux. Alors c'est jamais très simple, puisqu'on a un âge très jeune. En quatrième, ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément mûrs sur le projet qu'ils ont. Effectivement, il y a des prérequis physiques, mais pas que. J'ai envie de dire que grand, ce n'est pas une qualité, et gaucher non plus. Il y a aussi plein de qualités annexes qu'il faut avoir pour être un bon handballeur. Sinon, ça se saurait et tous les grands feraient du handball et ils seraient très bons. Donc voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a pas mal de critères à regarder. En tout cas, c'est un travail, nous, ici en Aura, qu'on essaye de partager beaucoup avec les collègues des comités, et pour avoir aussi des informations sur la mentalité du joueur, puisque nous, on essaye aussi de travailler sur les valeurs, transmettre des valeurs humaines et citoyennes. Donc voilà, c'est un dossier assez complexe, mais voilà, en travaillant avec les différents personnages du réseau, que ce soit les CTF, les entraîneurs de sélection, ou nous-mêmes quand on est sur les premiers stages régionaux avant de les rentrer, voilà, l'évaluation est plutôt pas mal. Et même s'il faut avoir beaucoup d'humilité, on se trompe beaucoup parce que
les parcours évoluent entre la quatrième et la terminale. Il y a des joueurs qui ils découvrent les copines, ils découvrent les soirées, ou alors ils découvrent une autre passion, peut-être des études qu'ils ont envie de faire et qu'ils ne pourraient pas aller, ou alors peut-être que mentalement ils ne passent pas le cap, ou sportivement ils ne passent pas le cap. Il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte que c'est un parcours complexe, mais aussi passionnant bon, moi je ne peux pas dire le contraire, je l'ai fait aussi, donc plein de belles choses à apprendre des autres, et puis des bons moments qu'on vit aussi à l'internat. Il n'y a pas d'obligation, mais effectivement, je pense que le système qui est mis en France en place aujourd'hui avec les pôles est envié partout dans le monde. Ça tend à se diminuer parce qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup subventionné par l'État. On sait que les dotations baissent de plus en plus, donc c'est assez complexe. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est maintenu. Obligatoire, je ne sais pas, mais en tout cas, je dirais peut-être une bêtise, mais je pense que sur tous les joueurs de l'équipe de France A, peut-être 90 à 95% sont passés par un pôle. Donc il n'y a pas un chemin à suivre, parce que chacun a sa route, mais quand même, on met des conditions en place, que ce soit scolaire ou sportive, avec des aménagements qui permettent quand même de faciliter la progression. Je crois beaucoup au travail continu. Je pense que moi, les deux mots que je m'étais mis en tête quand je suis arrivé à mon poste et après avoir vécu 18 ans pro et ce parcours-là, c'est travail et humilité. C'est en tout cas ce que j'essaye de transmettre aux jeunes que j'ai sous ma responsabilité. Je ne crois pas à la performance d'un jour. Le travail paye toujours et sur la durée des 4 ans, on se rend compte, là je vais avoir fini un cycle de 3 ans avec ceux qui sont rentrés en seconde et qui vont sortir là. Ceux qui ont travaillé sur les 3 ans et qui ont progressé de manière continue, alors continue c'est un bien grand mot puisqu'on sait qu'il y a des hauts et des bas, mais il n'y a pas de surprise à la fin. Oui, les interpôles sont importants, les interligues sont importantes parce que c'est quand même des événements où il y a beaucoup de lumière, mais il ne faut pas oublier que le plus important c'est le travail dans les clubs le week-end et qu'aujourd'hui avec Internet et les sites qui sont mis en place de statistiques, tous les entraîneurs sont capables de suivre un joueur tout au long de l'année. Donc franchement, je crois vraiment au travail continu, que ce soit en club, au pôle, en sélection, plutôt que de dire j'ai fait une perf sur les interpôles. Généralement, on n'a quand même que très peu de surprises. Ceux qui ne sont pas bons à l'entraînement ont du mal à se révéler en compétition. Donc, il y en a pas mal. Déjà, les valeurs de travail et d'humilité sont hyper importantes pour moi parce que je pense que c'est les clés de la réussite. Après, la solidarité, l'entraide, il y en a pas mal qui sont, mais en fait, c'est les valeurs des sports collectifs. Moi, j'ai été éduqué par des parents qui étaient dans une association, dans un petit club bénévole, donc forcément, je pense que ces valeurs, tous nos clubs de handball le transmettent. C'est juste que quand on monte un petit peu d'étage, pas oublier d'où on vient. Parler d'humilité, avoir un peu d'ambition, travailler l'humilité. Je pense que c'est la recette pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs. Alors le déclic, ça a été en 2012, l'année où je suis champion olympique à Londres. Je me retrouve champion olympique et la semaine d'après, j'étais au chômage. Parce que mon club espagnol m'avait demandé de renouveler, j'avais refusé. Je devais signer dans un club allemand qui m'a un peu planté. Donc du coup, là, j'ai eu le déclic qu'il fallait vraiment bosser sur le sujet. Par rapport au fait d'entraîner des jeunes, j'ai toujours aimé ça. Moi, j'ai commencé très tôt. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des parents qui viennent de l'entraînement, et notamment mon papa, que j'ai suivi très tôt dans les salles. Donc je pense qu'il m'a filé le virus, on ne va pas se mentir. Et celui-là est un bon virus. Donc du coup, j'ai entraîné, je crois que quand j'étais en 5e, j'entraînais le mini-hand au club et j'ai dû arrêter quand je suis arrivé au pôle. Par contre, j'ai repris quand ma dernière année à Chambéry avant de partir en Espagne. Et puis après, j'ai toujours entraîné, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou en France. J'ai toujours voulu entraîner et garder ce lien avec le milieu associatif, parce que j'en avais le besoin. Et j'ai passé mes diplômes d'entraîneur petit à petit pendant ma carrière. Après avoir fait un DUT Tech de Co où je voulais vraiment
avoir une formation la plus large possible parce que je ne savais pas si après 20 ans de carrière, j'allais avoir envie encore d'aller dans les gymnases. Là, en tout cas, comment dire, je me suis formé avant et je ne le regrette pas parce que ça permet de gagner du temps pour avoir un poste et un job après parce qu'on n'est pas le foot et qu'il faut qu'on bosse après notre carrière. Voilà. Alors déjà, j'ai toujours entraîné des jeunes et ça me plaisait. J'ai fait des stages d'été pendant la fin de ma carrière que j'organisais moi de A à Z et ça me plaisait de transmettre ma passion. Et j'ai été un peu déçu du monde professionnel à la fin de ma carrière, qui était un peu en train d'évoluer ou qui est toujours en train d'évoluer. J'ai toujours dit que moi, ce que j'ai gagné dans ma carrière me suffisait comme argent. Et j'ai l'impression qu'on en veut toujours plus, mais toujours plus au détriment de certaines valeurs parfois. Donc du coup, voilà pourquoi je voulais aller vers les jeunes pour pouvoir transmettre et ma passion et les valeurs qui m'ont fait aimer ce sport parce que j'aimerais qu'il ne change pas et qu'on reste un sport qui peut être un exemple pour les jeunes plutôt qu'on gagne plus d'argent en étant professionnel mais que les joueurs oublient d'où ils viennent. Voilà. Alors, la fédération m'a donné comme mission d'avoir une photographie la plus large et la plus précise possible de chaque année d'âge. Sur l'étage moins 17, on n'a pas de compétition officielle. Donc du coup, les objectifs sont de leur inculquer les valeurs de la fédération, de leur apprendre ce que c'est que le maillot bleu, apprendre à vivre avec ça, puisque très tôt, l'année d'après où on les lâche, ils sont en moins 19, ils ont 1 euro. Donc voilà, les familiariser à cet environnement et derrière qu'ils soient le plus performants possible en moins 19. Donc voilà, il y a ce que j'aime, c'est-à-dire la transmission et notamment celle des valeurs. Et puis une notion de perf au niveau international que l'on souhaite continuer le plus longtemps possible. J'en ai parlé tout à l'heure, le système d'épaule, ce maillage du territoire, les investissements de l'État qui ont été faits en matière de sport, très importants, font que ce système marche. En ce moment, on cherche à diminuer ces subventions-là et cette aide à notre sport. Et du coup, cela va forcément faire qu'on risque à un moment ou à un autre d'être en danger. Je pense aussi que la qualité de la formation des entraîneurs mise en place par la fédération et les ligues fait qu'on a eu souvent des bons formateurs, des gens passionnés qui avaient envie de transmettre leurs valeurs et je pense que ça joue aussi. Et puis pour que ce soit garçons et filles équilibrés, la fédération a toujours voulu la parité et faire en sorte que ce qu'on faisait pour les garçons, on les faisait pour les filles. Donc, ce qui explique aussi que les résultats soient pour les deux sexes identiques. Et ça, on peut s'en réjouir et on peut se dire que c'est une de nos forces. Et puis après, il y a cette volonté de professionnaliser et de s'améliorer, d'avoir été chercher chez les meilleurs au début et puis d'avoir professionnalisé notre sport dans les années 90. Et puis depuis maintenant, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 ans avec ce système sur l'épaule. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait par les clubs professionnels qui fait qu'on a un championnat le plus attractif possible, qui est, si ce n'est pas le meilleur, en tout cas, c'est dans les 2 meilleurs au monde avec l'Allemagne. On a des clubs pro qui sont bien structurés, qui bossent bien, qui font que le championnat français a beaucoup évolué, que ce soit chez les garçons et chez les filles, qui est un des plus relevés. Donc du coup, tout ça fait que l'émergence des joueurs français a toujours été accompagnée. Le seul bémol que j'aurais à y mettre aussi, au-delà de l'argent public qui a été investi, c'est que de plus en plus de joueurs étrangers viennent jouer chez nous, ce qui fait que les jeunes joueurs ont de moins en moins de place dans les clubs pour pouvoir s'exprimer. J'ai un exemple concret puisque c'est le mien. Moi, à 18 ans ou à 20 ans, j'étais titulaire chez le vice-champion de France, jouant en Ligue des Champions, 60 minutes par match, et du coup, ma progression a été accélérée. Aujourd'hui, un jeune joueur qui a 18 ans, il n'est pas titulaire dans son club, voire il est 2e, voire 3e, voire 4e. Et du coup, l'apprentissage est un petit peu plus long. Donc voilà, peut-être s'il y a un des dangers à faire attention, en tout cas, c'est peut-être ça que les joueurs étrangers n'envahissent pas complètement notre championnat, ce qui a pu se passer en Allemagne ou en Espagne un temps.
Et on a vu que du coup les sélections nationales baissaient dans leurs résultats. Donc voilà, pour l'instant c'est juste, je pense peut-être un voyant un peu orange, mais il ne faudrait pas qu'il vire au rouge pour pas que notre filière baisse de niveau.